le sujet du jour, le pied de Charcot, production et narration par Richard Bellé en association avec I Won't Care. Donc, pourquoi présenter sur l'arthropathie de Charcot? Parce que c'est une condition qui est inflammatoire et qui est souvent mal diagnostiquée et qui peut amener à des conséquences majeures, telles un pied de Charcot chronique avec ulcération. Le diagnostic différentiel peut également être assez large et ça passe quelquefois et même très souvent comme une surinfection traitée avec antibiothérapie. Donc, les termes et définitions. Plusieurs termes et définitions à travers l'histoire. Premièrement, une forme sévère d'ostéoarthropathie associée à une perte de sensation de la douleur, proprioception ou les deux. Un syndrome comprenant des fractures et dislocations chez des patients avec une neuropathie périphérique secondaire. Donc, on a souvent dans l'association une neuropathie sensitive secondaire qui peut être secondaire au diabète, la lèpre ou l'alcoolisme. Autres définitions qui peuvent être également tout aussi variées que la nomenclature. Donc, on parle de maladie articulaire de Charcot, de pied de Charcot, ostéoarthropathie de Charcot, neuro-ostéopathie diabétique de Charcot ou ostéoarthropathie neuropathique diabétique. On fait également peu souvent la différence entre un pied de Charcot aigu versus chronique et ceci nous réfère à la classification du pied de Charcot dans lequel nous parlerons dans quelques minutes. Les pathologies pouvant causer une arthropathie de Charcot sont très variées. On voit toutefois que les plus importantes sont le diabète, la lèpre et la syphilis. Le diabète est ce qu'on retrouve de façon plus prévalente dans les pays occidentaux, donc en Amérique du Nord, en Europe. Et dans les pays sous-développés, on retrouve encore quand même la lèpre qui est encore endémique dans quelques pays, ainsi que la syphilis, qui sont les causes de neuroarthropathie de Charcot dans les pays surtout sous-développés. Mais il y a également d'autres causes que vous pouvez voir au niveau de la liste, comprenant l'alcoolisme, la paralysie cérébrale et toute autre condition qui amène un déficit neurosensitif ou neuromoteur du membre inférieur. L'épidémiologie, on rapporte dans la littérature une incidence variant de 0,10 à 29 %, une prévalence de 0,08 à 13 %. Donc, les valeurs sont très larges et il y a plusieurs causes à ces intervalles de chiffres, tout particulièrement si l'étude est faite dans une clinique spécialisée, on va avoir des prévalences et incidences qui sont plus élevées. Il y a également des défauts de reconnaissance de la pathologie qui peuvent amener des incidences et prévalences qui sont basses. Tout particulièrement une étude canadienne qui démontrait une arthropathie de Charcot chez les ethnies avec une prévalence de 23 % chez les aborigènes canadiens. La physiopathologie de l'ostéoneuroarthropathie tient compte de plusieurs facteurs. La première condition se situe au niveau de la neuropathie. Et, effectivement, on doit avoir une neuropathie qui est sensorimotrice présente, donc une perte de protection sensitive, des réflexes tendineux diminués, une perte de sensation à la vibration, une faiblesse musculaire. Il y a également une neuropathie autonome. La neuropathie autonome touche les nerfs sympathiques, donc on a une dénervation sympathique, une perte du contrôle vasomoteur avec une augmentation du shunting artério-veineux et d'autres conséquences dont l'altération du flot microvasculaire, augmentation de débit sanguin, hyperémie. Il y a souvent également, même la plupart du temps, quand on fait l'histoire d'un pied de Charcot qui est plus chronique, on a l'histoire d'un trauma mineur qui peut se retrouver sous forme de stress répétitif mineur, de microfractures et de mise en charge inadéquate. Les autres facteurs impliqués aussi au niveau de la littérature, on pourrait avoir ce qui cause l'arthropathie, une anomalie métabolique affectant les os, les gens qui ont des transplantations rénales avec des anomalies du phosphocalcique peuvent se retrouver avec des arthropathies de Charcot, les gens sous immunosuppresseurs, les gens avec ostéoporose, secondaire aux stéroïdes, et tout ce qui touche la glycosylation du collagène peuvent être des facteurs de risque ou des facteurs qui sont dans la physiopathologie de l'ostéoneuropathie diabétique de Charcot. La classification est importante, mais quand même plus ou moins connue. La classification de Aitchenholz pour l'articulation de Charcot, elle est importante parce qu'on fait vraiment la différence entre la phase aiguë et la phase chronique.
Dans le stade 1, on va avoir la phase inflammatoire aiguë qui va être initiée par un trauma mineur exacerbé par la marche continue, l'absence de libération de la mise en charge. Donc, c'est la phase inflammatoire aiguë avec l'édème, avec la rougeur et possiblement la douleur qui peut être présente. Le stade 2, on a la phase de coalescence. Là, on a une disparition des signes d'inflammation aiguë et les signes radiologiques deviennent plus évidents. Et la phase 3 est la phase de consolidation, reconstruction, où on retrouve des déformations qui vont se fixer dans un état qui est stable et permanent. Où retrouve-t-on la localisation de l'inflammation tirée du livre de Barker, Pfeiffer, Levin et O'Neill? Donc, la plupart des inflammations, des sites d'inflammation vont être au niveau du pied antérieur. Donc, plusieurs stades. Le stade 1 où on a l'inflammation de l'articulation de Charcot qui va arriver au niveau des interphalangiennes et phalanges. Le stade 2 au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne. Et les types 1 et type 2 sont les localisations où on a un risque d'ulcération qui est le plus grand. Par après, s'il y a déformation suite à l'inflammation, donc on va retrouver des ulcérations la plupart du temps dans ces endroits-là. À noter également que 60 à 70% des articulations de Charcot vont se retrouver au niveau du pied antérieur. Le type 3, on a une inflammation qui va toucher l'articulation entre le scaphoïde et le cunéiforme, le scaphoïde et le calcanéum, ou le cuboïde et le calcanéum. Le stade 4, ça va toucher l'articulation de la cheville, et le stade 5, qui est beaucoup plus rare, au niveau du calcanéum. Le diagnostic de l'arthropathie aiguë de Charcot, donc, on va avoir une histoire habituellement de trauma mineur. On va retrouver la plupart du temps édème, chaleur et rougeur. On peut retrouver des déformations. Au niveau du test au monofilament, on va retrouver la plupart du temps une neuropathie sensitive qui peut être démontrée également au niveau du neurothésiomètre. On va également y trouver une neuropathie autonomique. Les pouls sont habituellement palpables avec des ondes Doppler adéquates ou très souvent une non-compressibilité artérielle. On rapporte également dans la littérature une différence au niveau de la température entre les deux pieds, donc avec la thermométrie infrarouge, une différence de plus de 2,2 Celsius ou 4 Fahrenheit. Les marqueurs inflammatoires classiques par prise de sang n'aident habituellement pas à faire le diagnostic ou à préciser le diagnostic de Charcot. Est-ce que l'imagerie peut aider? La radiographie simple va pouvoir être utile dans le diagnostic, mais plus souvent va être utile dans le suivi. Selon les stades de Eschenholz, on va retrouver différentes caractéristiques à la radiographie, tout dépendant du stade 1, 2 ou 3. La scintigraphie osseuse va pouvoir être utile pour confirmer une atteinte osseuse, mais il ne fait pas vraiment la différence entre une inflammation et une infection. Peu importe le type d'agent utilisé au niveau de la scintigraphie osseuse, que ce soit du technetium, gallium, globule blanc marqué, peu d'indices habituellement. La littérature nous rapporte que probablement la scintigraphie au souffle colloïdal pourrait faire la différence entre ce qui est quelque chose d'inflammatoire versus quelque chose qui serait plus infectieux. Et dans le futur, peut-être possibilité avec le PET-FDG. L'IRM peut être utile pour confirmer une atteinte osseuse, mais encore là, la différence entre une inflammation et une infection peut être difficile. Par contre, dans la littérature, l'IRM est considéré comme l'imagerie la plus sensible et spécifique pour le diagnostic de articulopathie de Charcot versus inflammation, de par certains critères qui sont plus spécifiques qui peuvent être appliqués. Cela dépend également de l'expertise du radiologiste et de l'accessibilité également de l'imagerie. Le TDM sans contraste, si on suspecte des fractures qui sont mal visualisées à la radiographie, peut être utilisé. Et le TDM sans contraste, il y a certainement une accessibilité qui est plus grande que l'IRM pour certains milieux. L'observation, donc, demeure le point de départ primordial et la suspicion clinique est vraiment de la plus haute importance. Donc, si on retrouve un pied
diabétique avec une neuropathie sensitive importante, un pied qui est rouge, chaud et édémacié, sans présence d'ulcère ou aucune autre porte d'entrée pour une bactérie, alors on va plus penser à une condition qui est inflammatoire, genre arthropathie de Charcot. Par contre, si on a un ulcère qui est présent avec une rougeur au pourtour, à ce moment-là, on va plus penser à une pathologie d'étiologie infectieuse, que ce soit cellulite ou ostéomyélite. Est-ce que l'arthropathie de Charcot est une urgence pour certains? Oui, c'est une urgence médicale parce qu'il y a des traitements qui sont disponibles, dont particulièrement l'immobilisation. Et si ces traitements ne sont pas faits et si le patient continue à marcher sur son pied, on se retrouve avec des déformations chroniques qui peuvent amener justement des ulcérations récidivantes et très difficiles à guérir. Donc, la libération de la mise en charge pour le traitement du pied de Charcot et le traitement initial qui est le plus important, le plâtre de contact total étant l'étalon d'or. Le principe est donc d'immobiliser et de répartir les points de pression au niveau du pied. Le plâtre de contact total demande quand même une certaine expertise technique pour l'application et surtout des protocoles clairs pour le personnel soignant et le patient. Les contre-indications relatives sont la peau fragile, l'édème très important, évidemment le refus du patient, compliance douteuse pour la visite de relance, car la visite de relance est très importante, les gens qui ont une démarche dangereuse et un risque de chute, les gens avec une infection sévère ou une insuffisance artérielle qui est sévère. Habituellement, la durée de la mise en charge, la libération de la mise en charge avec plâtre de contact total ou toute autre aide technique est d'un minimum de 12 semaines. Mais encore là, dans la littérature, ceci est sujet à débat. Ça peut aller même jusqu'à 6 mois. Donc, le plâtre de contact total qu'on voit ici qui demande une certaine expertise technique avec protection des saillies osseuses pour pas qu'il y ait de frottement parce qu'il faut toujours se rappeler que ces patients-là sont neuropathiques. Donc, s'il y a un frottement avec bris de la peau, les gens ne le sentent pas vraiment au niveau de la douleur. Donc, habituellement, la mise en place d'un plâtre de contact total classique va demander une certaine expertise du technicien de plâtre. Le suivi, quand permettre l'augmentation des mises en charge, il faut beaucoup se fier à la clinique. Donc, avec le plâtre ou simplement des béquilles, on peut repermettre la mise en charge s'il y a diminution de l'édème, s'il y a diminution d'érythème ou de la douleur, s'il y en avait initialement. On peut également suivre la diminution, la température cutanée au niveau des deux pieds, la différence de température cutanée. Donc, s'il y a une diminution de moins de 2 Celsius entre les deux pieds, on peut envisager la mise en charge. Et ça demande quand même un suivi serré parce que partout dans la littérature, on peut avoir des récidives très importantes de réinflammation qui varient entre 15 et 30 %. L'imagerie peut également nous aider dans le suivi, la radiographie simple, le scan osseux, tout particulièrement si on a fait ces imageries au début, donc nous permet un suivi dynamique avec l'IRM également. Et le jugement clinique est très important. Donc la compliance du patient est à considérer. Le degré de déformité du pied impliqué et du pied également contralatéral, la stabilité et les autres conditions ou autres comorbidités sont également à considérer. Donc, le traitement de l'articulation de Charcot, l'immobilisation selon le stade. Le stade 1, plâtre de contact total ou toute forme d'immobilisation avec attelle au niveau du pied qui est préférablement bloqué, donc que le patient ne peut pas enlever. Au niveau du stade 2, on peut passer à ce qu'on appelle la botte AirCast ou une botte de Crow, c'est R-O-W. Donc, deux types d'immobilisation que le patient peut enlever à la maison, ce qui est non préférable parce qu'il a été documenté effectivement que le patient a tendance à enlever son orthèse ou soulier adapté à la maison et à ne pas le porter. Et le stade 3, soit on continue avec la botte de croc ou le soulier adapté. Donc le tout en moyenne du début à la mise en charge avec souliers, en moyenne 6 mois. Mais dans la littérature, encore une fois, ça peut aller à
6 à 8 mois et quelquefois plus, et à également surveiller à cause du pourcentage de récidive de réinflammation. Le traitement pharmacologique du pied de Charcot, la prémisse, c'est qu'il y a une cascade inflammatoire qui est présente. On a une augmentation du remaniement osseux, ainsi que la présence de réceptions osseuses, donc une ostéopénie. Il y a plusieurs médicaments qui sont reconnus au niveau de cette prémisse, pas nécessairement reconnus pour le traitement du pied de Charcot, mais plusieurs médications qui sont utilisées pour contrôler la balance phosphocalcique et l'ostéopénie, dont les biphosphonates, certains agents anti-ostéoclastiques, par exemple la calcitonine, ou d'autres agents agissant sur les cytokines inflammatoires. Par contre, ces agents ne sont pas reconnus 100% efficaces dans la littérature pour le traitement du pied de Charcot. Donc, le traitement de l'articulation, stade 1. Est-ce qu'il y a un ulcère? Oui, il faut suspecter l'infection. S'il y a une infection, oui, antibiotique débridement. S'il n'y a pas d'ulcère, pensez aux plâtre de contact total et sur une période de 6 mois, augmenter la libération de la mise en charge avec le type d'orthèse, soit plâtre de contact total à orthèse soulier plâtre. Là, à ce moment-là, on est rendu un Charcot de stade 2-3. S'il y a une déformation qui se cause et que cette déformation-là est accommodable avec des souliers ou orthèses faites sur mesure, alors c'est la voie à privilégier. Si la déformation n'est pas accommodable et qu'on a poussé à fond au niveau de l'orthésiste, l'adaptation avec souliers et orthèses, et qu'on a quand même récidive d'ulcération, à ce moment-là, on peut penser à chirurgie. Donc, en conclusion, il existe certainement encore une incompréhension de nos jours quant à la pathogénèse et au traitement de cette condition. La reconnaissance de cette pathologie demeure encore problématique, tout particulièrement dans la phase aiguë où ça passe très souvent comme une surinfection ou une cellulite osteomyélite traitée avec antibiothérapie et non traitée avec libération de la mise en charge. Troisième point, la libération de la mise en charge demeure le seul élément prouvé efficace pour éviter des déformations chroniques débilitantes. Et finalement, rien n'a encore été démontré efficace pour prévenir cette condition.